Bonsoir, il est 20h30 et vous êtes sur la télévision nationale. Les titres du journal. Elle a eu une inauguration d'un centre de recherche et de formation des maladies infectieuses. C'est le chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui a procédé à l'ouverture officielle du centre. Les détails dès le début de ce journal. Fini le débat sur le fichier électoral, les acteurs politiques s'accordent enfin sur sa fiabilité. Les regards sont désormais tournés vers la CENI pour l'organisation consensuelle des prochaines consultations électorales. Et puis nous irons à Meknes au Maroc. Sur place, les agro-entrepreneurs guinéens réussissent leur opération séduction du continent. La ville abrite le salon africain de l'agriculture et le stand Guinée est bien fréquenté. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Tout de suite, ce décret du président de la République, décret rattachant la Société guinéenne du patrimoine minier, Sogipami, à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Est rattaché à la présidence de la République la Société guinéenne du patrimoine minier Sogipami. Article 2. Ce décret abroge toute disposition antérieure contraire, notamment celle du décret D 2015-016 PRG SGG du 12 février 2015, modifiant certaines dispositions du décret D 2011-218 PRG SGG du 11 août 2011, portant création d'une société de patrimoine du secteur minier et abrogeant le décret D 2012-093 PRG SGG du 10 août 2012 portant mesures transitoires de gestion de la Société guinéenne du patrimoine minier Sogipami. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 19 avril 2019, le professeur Alpha Condé. Et puis cet autre décret portant modification du décret D 2018-276 PRG SGG du 7 novembre 2018 portant nomination du directeur général de la police nationale. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er est nommé directeur général de la police nationale, M. Ansouman Kamara, inspecteur général de police. Article 2. Ce décret abroge toute disposition antérieure contraire, notamment celle du décret D 2018-276 PRG SGG du 7 novembre 2018 portant nomination du directeur général de la police nationale. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, 19 avril 2019, professeur Alpha Condé. Je vous le disais en titre, ce qui concentre l'attention ce soir, la Guinée se dote d'un centre de recherche et de formation des maladies infectieuses, un centre moderne inauguré par le président de la République, professeur Alpha Condé. Les explications avec Ibrahima Keita. On se souvient, lors de la crise de la fièvre à virus Ebola, le président de la République, le professeur Alpha Condé, avait dit que cette crise était une opportunité pour la Guinée de qualifier son système de santé. Aujourd'hui, le pays est en passe de gagner cet autre pari. L'inauguration du tout premier centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée par le chef de l'État en personne en est une illustration. Un centre moderne qui répond à toutes les communautés que le chef de l'État et sa suite ont visité. Il comprend entre autres une salle de consultation, un laboratoire de virologie, une pharmacie, une salle de chercheurs et une salle de formation. Ce centre moderne de recherche et de formation en infectiologie de Guinée est le fruit d'un partenariat. Ce partenariat s'est développé à travers une collaboration scientifique équitable avec les communautés d'enseignement supérieur et de recherche de la Guinée, une science ouverte sur la société pour éclairer et trouver ensemble des solutions aux défis du développement durable. Car la santé est bien entendu un élément crucial du développement durable. L'un ne va pas sans l'autre. Situé ici au campus Adjamafori Bangoura de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, ce centre est un plus pour la plus grande institution d'enseignement supérieur de la Guinée qui connaît de profonds changements.
L'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, qui est la toute première université de la République de Guinée, connaît de profonds changements, parmi lesquels l'extension de notre université par la construction d'un bloc administratif, des laboratoires de travaux pratiques, des amphithéâtres et autres salles d'études. La mise en place d'un conseil d'administration, la transformation de la faculté de médecine, pharmacie, odontostomatologie en faculté des sciences et techniques de la santé, l'ouverture d'un centre d'excellence africain pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles. De plus en plus, les travaux de recherche développés par ces chercheurs et enseignants-chercheurs en collaboration avec des institutions étrangères aboutissent à d'excellents résultats scientifiques. Avant ce centre, plusieurs programmes de recherche post-Ebola ont permis de suivre 802 survivants d'Ebola, suivis et pris en charge gratuitement, plus de 10 000 consultations générales réalisées au compte de Poste Bougui. C'est l'occasion de rappeler peut-être qu'aujourd'hui les stratégies déployées au Congo sont directement issues des leçons apprises en Afrique de l'Ouest et tout particulièrement en Guinée. Le vaccin, par exemple, qui est aujourd'hui utilisé au Congo, a été validé en Guinée. La prise en charge des survivants, réalisée ici, à travers le projet Poste-Bougui, a permis de définir le standard de soins et de prévention, puisqu'on a montré, en Guinée, qu'il pouvait y avoir des cas de transmission secondaire sexuelle à partir de survivants guéris. La liste est longue des acquis qui illustrent l'importance de la recherche pour la santé publique et le rôle du CERFIC dans ce contexte. Ce bâtiment ne serait rien, bien sûr, sans les hommes et les femmes qui y travaillent et qui font et qui feront du CERFIG un centre d'excellence. Pour l'ambassadeur de la France en Guinée, la coopération médicale entre les deux pays est un exemple. Grâce au CERFIG, à l'IRD, à l'Université de Montpellier, avec le soutien de l'ambassade de France, 4 étudiants guinéens effectuent actuellement un master en France. Un autre y prépare un doctorat. Et par ailleurs, 4 biologistes de l'Institut national de santé publique ont bénéficié de stages de formation en France. Enfin, 4 autres stagiaires de l'université Gamal Abdel Nasser ont été accueillis au CERFIG. La coopération franco-guinéenne en matière de recherche de santé, portée par l'IRD et l'INSERM à travers le CERFIG, se traduit aussi par de nombreuses publications qui permettent à la recherche guinéenne de prendre sa place dans le débat scientifique international. Depuis 2015, 11 articles ont été publiés dans des revues internationales à comité de lecture, tandis que plus de 20 communications ont été effectuées à l'occasion de rencontres scientifiques. Incontestablement, ce centre de recherche et de formation en infectiologie est un atout pour la Guinée et pour l'Afrique. Ce centre à vocation sous-régionale favorisera une recherche pluridisciplinaire par la conception et la mise en œuvre des projets de recherche clinique dans le domaine des maladies infectieuses et facilitera également la formation par la recherche et l'accueil des chercheurs guinéens et étrangers. Il sera également un des sites d'application du Centre d'excellence africain de prévention et de contrôle des maladies transmissibles que la Guinée a eu l'honneur de recevoir, suite à la sélection bien sûr, avec la Banque mondiale et plusieurs autres pays africains. Par son caractère transversal et la qualité des chercheurs qui y travaillent, le CERFIG pourra dans un bref délai, j'en suis sûr, apporter une contribution significative dans l'amélioration de la qualité scientifique des travaux de recherche réalisés dans notre université. Visiblement satisfait, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a remercié tous les partenaires qui accompagnent la Guinée dans la qualification de son système de santé qui était obsolète. Nous sommes très heureux d'inaugurer ce matin ce centre qui est un bijou offert par la France. Je veux dire que l'Ebola nous a beaucoup fatigués, mis notre pays, notre économie à terre. Mais que l'Ebola peut être une chance pour nous. Car en tirant les leçons de la situation de nos hôpitaux et surtout de nos laboratoires, nous avons pu aujourd'hui faire en sorte que nous soyons capables de faire face à notre épidémie. Je ne sais pas qu'il y ait des épidémies en Guinée, mais aujourd'hui nous sommes en mesure de faire face. Et cela grâce à nos partenaires français. Je sais que la France nous a beaucoup accompagnés pour lutter contre l'Ebola. Nous n'oublierons jamais que le président français est venu lui-même visiter l'hôpital d'Onka et aller saluer les malades, ce qui était d'un courage exceptionnel. Et nous savons aussi l'accompagnement de l'Institut Pasteur
Nous espérons bientôt intégrer aussi le bâtiment de l'Institut Pasteur. Parce que si nous avons des laboratoires, l'Ebola ne serait pas étendu. Il serait resté seulement à Guéguédou. Malheureusement, il a fallu que les malades viennent à Conakry, qu'il y ait des morts, et qu'on envoie les virus à Dakar, à l'Institut Pasteur, pour savoir éventuellement quel était l'Ebola. Aujourd'hui, notre système sanitaire est de plus en plus performant. Nous avons dans toutes les sous-préfectures aujourd'hui des centres de santé améliorés, car l'Ebola a montré qu'il faut soigner les malades au plus proche de chez eux, par le déplacement, entraîner beaucoup de fantasmes. Et nous sommes en train d'avoir un autre docteur performant, comme l'hôpital Donka et l'hôpital Sino-Guinéen, etc. Nous remercions particulièrement nos partenaires français pour cet accompagnement. Et j'espère que, monsieur l'ambassadeur, nous aurons l'occasion d'inaugurer ensemble le futur Institut Pasteur qui va parachever le système de recherche en Guinée. Ce centre illustre ainsi l'excellence des liens de coopération entre la Guinée et la France. Et grâce à l'intervention de plusieurs partenaires, le système sanitaire se redresse pour le bien-être des populations guinéennes. La première dame de la République au centre médical Les Flamboyants, des spécialistes de la Fondation Baraké de l'Espagne offrent des soins gratuits à des patients souffrant de cataracte. Et Adja Djene Kabakonde vient sur place pour comprendre comment se déroulent les interventions. Le point avec Maurice Sidibé. Ces médecins espagnols spécialistes en ophtalmologie viennent au secours des patients guinéens souffrant de la cataracte oculaire au CMC Les Flamboyants de Ratoman. Depuis lundi dernier, plus de 300 patients ont bénéficié des chirurgies oculaires. L'initiative est de la Fondation Prosmi en collaboration avec les fondations Baraker et Coca-Cola. On a deux opticiens qui viennent de l'Espagne et il fait des consultations pour 10-15 minutes et il voit si tu as besoin de lunettes ou pas. L'opération c'est très rapide. Dès le lendemain, ces patients retrouvent leur sourire habituel. Ils voient ce qu'ils avaient perdu, la vie. Donc au prix d'une intervention réussie, le malade retrouve sa vision perdue. Cette mission espagnole est à son 3e passage en Guinée. Déjà plus de 800 patients ont été traités gratuitement. Cette action de la première dame de la République vise à les aider à retrouver la vue après tant d'années de désespoir. La population guinéenne a besoin de ça. Et je l'ai dit une fois, nous allons créer les conditions pour que la mission, une fois ici, que ce soit dans la durée, 5 jours à Conakry, pourquoi pas 5 jours dans une des villes de la Guinée, parce qu'elle me l'a souligné tout à l'heure. La Guinée est un pays où il y a beaucoup d'ensoleillement, donc ça sera une très bonne chose que la Fondation Baraker puisse aller à l'intérieur du pays, voir d'autres pathologies aussi liées aux yeux. En plus du traitement de 450 patients ciblés pendant ce séjour d'une semaine, 500 paires de lunettes pharmaceutiques seront aussi offertes à des personnes souffrant d'anomalies visuelles. Vraiment réconfortés. On va s'arrêter à l'INSA et Nongoa où vous allez le voir, des centres de dépistage et de traitement de la tuberculose mais aussi du VIH-Sida sont installés. L'initiative est de plan international, une organisation non étatique qui encourage les populations à se faire dépister pour une meilleure prise en charge. Un reportage de Tcherno Maroufba, Amara Kobasuma, Falilou Diallo. À 25 km de Guéguédou, nous voici à Nongoa, une sous-préfecture transfrontalière entre le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Ici, la présence de la tuberculose est tangible. Depuis le début de l'année, une dizaine de cas étaient enregistrés au niveau de ce seul centre de santé de la localité. Pour renforcer cette lutte, un nouveau centre de dépistage et de traitement est réalisé par le Fonds mondial à travers un plan international. Ce centre de dépistage contre la tuberculose et les autres maladies, c'est des maladies qui gênent énormément la population. Parfois même dans l'ignorance, le malade peut contaminer beaucoup de membres de la famille sans le savoir. Mais si maintenant il y a un centre de dépistage et de prise en charge, vraiment c'est une gloire que nous devons rendre à Dieu et un grand remerciement à Plan et à ses partenaires. Comme Nongoa, l'INSA aussi a bénéficié d'un centre de traitement. L'équipement, tous les centres, on a commencé déjà à équiper. Et comme nous sommes à la réception provisoire de cette infrastructure, les équipements viendront bientôt. Parce que déjà, on a ceux qui ont déjà, les infrastructures qui ont déjà reçu la réception provisoire.
la plupart ont déjà reçu leur équipement tel que le pavillon d'hospitalisation de Massanta et le pavillon d'hospitalisation aussi de Niasdine. Et bientôt aussi ça sera le cas d'ici parce que nous sommes dans les process pour pouvoir ravitailler aussi en équipement. Après Nongoa et l'INSA, d'autres centres de dépistage et de traitement de la tuberculose et du VIH-Sida sont attendus dans le reste du pays. Je vous le disais en titre, échange sur l'audit du fichier électoral. Les travaux du comité de suivi de l'accord politique se sont poursuivis ce matin et au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation où tout se passe. Les acteurs politiques se sont enfin mis d'accord sur la fiabilité du fichier électoral biométrique. Le sujet a longtemps divisé pouvoir et opposition, comme l'explique notre reporter Mohamed Lamine Camara. Depuis 4 jours, les acteurs politiques ont examiné le document sur l'audit du fichier électoral. Ce vendredi, les recommandations contenues dans cet outil sont exposées en détail par la Commission électorale nationale indépendante. En dépit de quelques observations faites par les uns et les autres, les membres du comité de suivi ont à l'unanimité apprécié et approuvé la fiabilité de l'audit du fichier électoral biométrique. Unanimement donc, je résume et c'est véritablement matière à satisfaction. Globalement, le fichier qui a été audité a été reconnu comme satisfaisant, c'est-à-dire que le travail des experts a été salué par toutes les parties prenantes au dialogue politique. Et la mouvance, et l'opposition, la société civile, les partenaires, tout le monde a apprécié la qualité du travail abattu par, n'est-ce pas, les experts qui ont travaillé sur, n'est-ce pas, le fichier. Parmi les anomalies constatées, le cumul des électeurs n'ayant pas d'empreinte dans le fichier électoral assigné. Ces acteurs politiques sollicitent tout de même l'application des recommandations du fichier électoral. Les résultats de cet audit sont satisfaisants et nous pensons que cela permettra de continuer le travail de la révision et des élections apaisées. Ce qui est important, et je le souligne avec force, c'est que s'il y a des anomalies, elles ne relèvent pas d'une quelconque manipulation politique du pouvoir en place. C'est le résultat des ratés techniques parce que la Guinée n'a jamais obtenu à elle tous les logiciels qui ont été appliqués dans le processus électoral depuis 2002. Les experts internationaux ont fait des recommandations hiérarchisées, donc il s'agit pour la CENI de faire en sorte que ces recommandations soient prises en compte dans le cadre de la révision du fichier électoral, bien entendu avec des indications claires de la part du comité de suivi. La CENI est déterminée à organiser des élections crédibles et transparentes en Guinée. Pour cela, l'institution s'engage désormais à satisfaire la volonté des acteurs politiques. Il y a 77 recommandations. Les 77 recommandations ne sont pas toutes applicables dès maintenant. Il y a des recommandations à court terme, il y a des recommandations à moyen terme, il y a des recommandations à long terme. Nous voulons aller techniquement voir quelles sont les recommandations à mettre en œuvre immédiatement pour pouvoir aller aux élections le plus rapidement possible. L'audit du fichier électoral reste un acquis majeur dans le processus électoral de la Guinée. À travers cette volonté de la classe politique et le respect des engagements pris par les différents acteurs, l'espoir est permis de voir dans les prochains jours les acteurs honorer le reste des points de l'accord politique du 12 octobre 2016. En bref, le forum de l'étudiant guinéen a fermé ses portes après 3 jours de rencontres, de débats et d'échanges sur plusieurs thématiques concourant à l'éveil des élèves et étudiants quant au choix à faire pour une carrière professionnelle. La clôture de cet événement a été présidée par le ministre d'État de la Justice, Garde des Sceaux. Nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines éditions d'information avec Francis Collier. Lancement ce vendredi des travaux de construction du bureau des transports terrestres. L'objectif est de mettre en place un système informatisé intégré de gestion des immatriculations de titres de transport en Guinée. Fodé Camara. Par ce lancement officiel des travaux de construction d'un nouveau bureau régional des transports terrestres, les autorités chargées de la mobilité viennent de poser les jalons d'un système innovant. Un système innovant permettant de délivrer des cartes grises et des permis de conduire sécurisés, mais aussi de moderniser des registres d'immatriculation jusque-là
manuellement tenus. C'est un projet de rématriculation qui consiste à la mise en place d'un système intégré de gestion informatisée de tous les types de transport. Ça va nous amener dans une autre nouveauté en ce qui concerne, ça va, si vous voulez, révolutionner la rématriculation et ça va dans le sens de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Au-delà de l'état de délabrement des locaux de l'ancien bureau régional des transports terrestres, des méthodes de travail archaïques favorisent les falsifications des documents délivrés et l'anarchie dans la circulation routière. Chaque fois que nous saisissons des permis, nous venons au CADAC et puis généralement la plupart de ces permis ne sont pas enregistrés. Les gens sont dehors, dès que tu viens, ils prennent l'argent avec eux et ils délivrent le permis. Donc c'est vraiment, c'est le lieu de saluer cette initiative et vraiment rendre hommage au ministère des Transports, à monsieur le ministre d'État. La dernière réforme de ce secteur date des années 90. Près de 30 ans après, avec des importations à tour de bras, le parc automobile est estimé à près de 350 000 véhicules et environ 250 000 engins à 2 roues. Un parc à réorganiser par ce projet d'immatriculation informatisée. Jusqu'à présent, dans ce centre, on utilise encore des machines mécaniques à l'ère du numérique, alors que nous sommes au cours de la 4e révolution industrielle. Cette situation ne pouvait pas continuer, il fallait que cela change, qu'on s'inscrive à l'ère du numérique, qu'on dispose de cartes grises infalsifiables, qu'on ait une base de données qui nous permette à tout moment de connaître exactement l'étendue et la qualité de notre parc automobile. Il fallait aussi évidemment mettre un terme à ces cartes grises falsifiées. En plus de la formation des cadres à la gestion du système d'immatriculation informatisé, il est prévu aussi la construction de 7 bureaux régionaux des transports terrestres. Pour être complet sur ce sujet, j'ajoute que le coût de ce chantier est estimé à 6,5 milliards de francs guinéens pour un délai contractuel de 3 mois. Le pont Kaka de Koya sera bientôt opérationnel dans moins d'un mois. Des travaux sont en cours depuis quelques jours pour remplacer une partie du bitume du pont en béton. Le point avec notre équipe sur place, lancé Kamisoko, Ansouman Toumani Kamara. Les travaux en cours actuellement consistent à reprendre le revêtement d'une partie du tablier du pont Kaka. Après sa construction, la chaussée de cet ouvrage a été plusieurs fois revêtue de bitume. Le bitume sur le côté droit, qui est une montante en partance pour Kindia, ne résiste pas à la surcharge des gros porteurs. Ainsi, le Japon, donateur de cet ouvrage, a décidé de refaire le côté droit du tablier en béton plus résistant que le bitume. Après la fin des travaux, la charge était trop sur le pont et il fallait directement changer. Après avoir changé 2 fois, ils ont étudié avec le Japon, le gouvernement japonais qui a décidé de changer ce goudron par le béton. Le volume de trafic sur le pont qui a augmenté de trop, qui a doublé. Donc c'est pourquoi la charge est trop, il faut changer par le béton. Selon les ingénieurs, ces travaux en cours n'affectent en aucun cas la santé de l'ouvrage dont la durée de vie dépasse un demi-siècle. Qui peut rassurer le peuple de Guinée que la structure, le pont lui-même, n'a aucun problème. En aucun cas, n'a pas de problème. Donc il rassure le peuple de Guinée qu'avec ce béton, il n'aura plus de problème et ça pourra marcher très bien. Le bitume doit être toujours maintenu, donc il y aura la maintenance au niveau mais la structure, le pont lui-même n'aura pas de problème jusqu'à plus de 50 ans. Le pont Kaka, inauguré en 2017, a une longueur de 130 mètres et 12 mètres de largeur. Sa chaussée de 8 mètres est bordée de 2 trottoirs d'1,50 m chacun. C'est un pont à poutres précontraints, l'une des innovations techniques dans la construction des ouvrages de franchissement. La Guinée en compte 3, Fatala, Forekaria et Kaka. En juillet 2016, pendant que les travaux de construction étaient à 25%, le chef du projet, un japonais, nous a énuméré les avantages du pont à poutres précontraints. Donc, time free from the maintenance. Les avantages de poutres précontraintes, c'est parce que l'entretien est facile à réaliser et aussi ça coûte moins cher. Les travaux en cours sur la chaussée du pont Kaka prendront fin
dans la première quinzaine du mois prochain, annonce le maître d'œuvre. L'agence japonaise de coopération internationale JICA finance ces travaux à plus de 400 000 $. A rappelé que le pont Kaka est un don du pays du soleil levant à la Guinée. Le prochain don d'ouvrage du Japon à la Guinée sera le pont sur la Sumba entre Doubreka et Tanene. Actualité nationale, direction Norasoba. Sur place, on s'apprête à vivre la fête de la mare, un rendez-vous annuel des fils résidents et ressortissants de ce village de Siguirin. L'événement aura lieu ce dimanche de Pâques et sur place, des chantiers sont en cours pour encourager par exemple la scolarisation des jeunes filles. Les explications avec Adi Kamara. À Norasoba, juste avant la fête de la mare, prévue le dimanche, les fils ressortissants résidents se mobilisent pour visiter un certain nombre d'infrastructures à réaliser dans la localité. Il s'agit notamment du commissariat, du marché moderne et de la gendarmerie. Je suis très ravie, je suis très contente. Quand j'ai vu le bâtiment, malgré que c'est inachevé, mais quand même, intérieurement, j'étais contente. Et je sais qu'à la longue, quelle qu'en soit la durée, la finition sera faite. Aujourd'hui, la sous-préfecture de Norasoba s'agrandit et les besoins deviennent pressants. Sur ce, à l'occasion de la fête de la mare, les ressortissants et les autorités locales regardent dans la même direction pour la réalisation des projets à caractère social, économique et éducatif. Cette fête est devenue pour nous un rendez-vous des bilans. Bilan de réalisation, bilan de retrouvailles, bilan d'investissement, bilan, n'est-ce pas, de réconciliation, bilan de consolidation de la paix, de la sécurité et de l'alliance. Toutes ces festivités sont placées sous le haut patronat de M. le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Ici, l'élan de développement est pris et cette volonté s'affiche à tous les niveaux, une belle orientation du chef de l'État, professeur Alpha Condé, dans le cadre de développement communautaire. À l'abbaye, des officiers de police judiciaire sont en formation avec des spécialistes des violences basées sur le genre. Ils échangent sur l'élaboration des procès-verbaux en cas d'incident, une initiative de la Direction générale de l'Office de protection du genre et de l'enfance. Sarafdine Diallo, Alpha Isiagaba. Région administrative de l'Abbé, les violences basées sur le genre sont fréquentes. Selon le rapport de l'Office de protection du genre, de l'enfance et de mœurs, 42 cas de viols sur mineurs et 29 cas de mariage précoce sont enregistrés par an. Pour inverser la tendance, une trentaine d'officiers de police judiciaire suivent une formation. Elle est axée sur la procédure pénale et l'élaboration des procès-verbaux en cas de violence basée sur le genre. À la fin de cet atelier, nous comptons avoir des officiers de police judiciaire de l'OPROGEM qui maîtrisent les procédures de rédaction des procès-verbaux et qui maîtrisent la gestion des cas de violence basés sur le genre. Le PNUD a constaté que la région administrative de l'Abbé et de Mamo était en manque de renforcement de capacité. Donc, les OPJ ont pu être initiés aux techniques de rédaction des procès-verbaux liés au genre. Et en même temps, ils ont été initiés aux textes protégeant les femmes et les enfants. Cette formation de 7 jours devrait permettre à ces policiers d'intervenir plus rapidement en cas de violence basée sur le genre. À partir de cet atelier, je sais que nous pourrons être en possession des dossiers et pouvoir les gérer et les envoyer à qui le doit, protéger surtout la victime. Les autorités de l'Abbé et les partenaires encouragent ces séances de formation dans la localité. Comment assurer le financement de projets? Au ministère du Commerce, l'élaboration d'une stratégie de mobilisation des ressources est en cours. La campagne est pilotée par le Fonds commun pour les produits de base. L'objectif est de booster la croissance par l'amélioration de la production des filières d'exportation. Le point avec Fadilou Diallo. De nouvelles stratégies de mobilisation des ressources pour le financement des projets, surtout dans le domaine des filières d'exportation. La Guinée veut ainsi booster le développement des produits de base. Au ministère du Commerce, le pari est lancé et la coordination nationale du Fonds commun pour les produits de base a sa petite révolution.
Nos cadres seront donc à mesure de faire ce qu'on appelle une cartographie des bailleurs de fonds potentiels et aussi de procéder à l'hiérarchisation, n'est-ce pas, de ces bailleurs. Et ils seront aussi en mesure de mettre en place un mécanisme de mobilisation des ressources financières pour le financement de nos projets. Pour améliorer la production des filières d'exportation Made in Guinée, un programme de développement des produits est ainsi élaboré. Et les autorités du département comptent sur l'expertise locale pour relever les défis. Le but recherché, vous savez que le CFC a justement pour mission de pouvoir mobiliser des ressources à travers les partenaires sur des programmes bien précis dans le développement des chaînes des produits de base. Et le plus souvent, ces produits de base sont plus axés sur les activités agricoles. Donc c'est que les cadres déjà du CFC qui jouent ce rôle puissent s'approprier de ces techniques. Et au-delà du CFC, que l'ensemble des structures du ministère du Commerce qui ont pour mission de vulgariser justement cet environnement commercial. Pendant 2 jours, ces cadres venus des différents secteurs de la vie socio-économique vont s'approprier de nouvelles stratégies de mobilisation de fonds. Je vous le disais en titre, je vous amène à Meknes, la ville marocaine devenue capitale africaine de l'agriculture, le temps de son salon d'exposition. Dans le stand Guinée, une affluence remarquable, vous allez le voir. Les produits présentés par des jeunes entrepreneurs appuyés par les initiatives présidentielles sont devenus les vedettes du pôle international du salon. Témoignage en images dans ce grand format sur la présence guinéenne, réalisé par Kamara Boubacar, notre envoyé spécial à Meknes. Le Salon international de l'agriculture au Maroc est devenu un espace de promotion pour les petits exploitants du continent. Les 1500 exposants espèrent s'ouvrir de grands marchés. Cette année, le public découvre et adopte les produits de l'agro-industrie guinéenne. J'ai vu beaucoup de choses, il y a plein de choses. J'ai aimé surtout le café, c'est très particulier, il a une bonne odeur. J'ai acheté une quantité. Et même s'il fait face à des réputations bien établies, le café espresso guinéen est le plus dégusté. Les jeunes entrepreneurs sont en confiance. Je suis sûr à 100% qu'on est très prêt pour l'exportation. On n'a pas peur de la concurrence parce que nous connaissons la qualité de nos produits. Notre café est cultivé naturellement en Guinée. Oui, naturellement en Guinée, transformé, emballé, encapsulé, tout est fait en Guinée en fait. D'autres saveurs venues de Guinée attirent les visiteurs marocains. La présentation et la qualité des produits font qu'ils s'envolent comme du petit pain. Le miel est beaucoup aimé par les gens. Nous avons du fonio pré-cuit, nous avons également de la poudre de gingembre, nous avons de sémoule de maïs, nous avons des produits séchés. Donc on a pas mal de trucs, nous avons des compotes, du café, et tout est venu de la Guinée. Donc je pense que c'est ce qui fait un peu la particularité de notre pays, cette diversité que nous offrons aux gens. À travers les initiatives présidentielles aux jeunes, 9 entrepreneurs guinéens sont à Meknes sur appui du PNUD. Ça, c'est un indice sûr que les initiatives présidentielles portent. Ça, c'est un indice sûr que l'accompagnement que le président de la République fait auprès des jeunes, auprès de l'entrepreneuriat, pour l'agrobusiness, pour la promotion des cultures de rente, donne ses fruits. Aujourd'hui, vous voyez ici dans le stand de la Guinée que en 2 jours de salon seulement, tout est épuisé presque. Beaucoup de produits sont en rupture et vraiment nous en sommes très fiers. Et c'est quelque chose que le président de la République encourage et nous allons continuer sur cette dynamique. Pour que ces jeunes exposants continuent à se frotter les mains, la bataille de la diplomatie économique est engagée. Après celle de l'emballage, l'essai de Meknes reste à transformer. Ces jeunes gens-là ont bien vendu les produits et le tout a été acheté. Au moment où je vous parle, vous le savez tout autant que moi, ils ont presque vendu les 80% de ce qu'ils ont amené. Et c'est à cela que nous allons nous employer également pour pouvoir continuer à sensibiliser les gens sur la nécessité d'ouvrir le marché. Il n'est pas en fait fermé. Il y a des formalités phytosanitaires à remplir et nous le faisons très régulièrement pour ceux qui importent du miel notamment. Le miel est très consommé dans ce pays. Avec ce salon, les initiatives présidentielles dans le domaine rural commencent à faire écho. Le soutien international se dessine. Et je suis venue là sur le stand de la Guinée à ce salon international à Meknes pour voir les initiatives qui sont prises dans le cadre de l'initiative présidentielle pour développer l'agrobusiness, la transformation des produits agricoles et alimentaires
pour améliorer le revenu des agriculteurs, des jeunes, des femmes, créer de la richesse en milieu rural. Et ça, c'est au cœur de mon projet pour la FAO. À Meknès, la Guinée s'est rassurée davantage de son potentiel agro-industriel et de l'option de soutenir les jeunes pour créer plus de richesses et de l'emploi. Il lui faut cependant accroître les investissements. Kamara Boubacar, merci pour ce grand format. En bref, depuis l'éboulement de la décharge de Dar Salam à Amdalaï, qui a causé des pertes en vie humaine, le gouvernement a multiplié les communiqués pour inviter les occupants à libérer les lieux. Malgré ces appels, le site demeure envahi. À l'approche de la saison des grandes pluies, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire et le ministère de la Décentralisation demandent à nouveau aux habitants de cette zone de quitter librement le site. Car dans les prochains jours, ils comptent enclencher l'opération de déguerpissement de cette décharge afin de faciliter sa viabilisation. À Kouankan, des centaines de maisons sont ravagées par un vent violent qui s'est abattu sur cette commune rurale de Massinta. Pas de pertes en vie humaine, mais plusieurs blessés sont enregistrés. Plusieurs familles attendent de l'aide pour reconstruire leurs habitations. Moussa Komara. Des maisons décoiffées, des arbres déterrés, des machines réduites au silence, le bilan est lourd. Environ 300 familles sont sinistrées après le passage d'un vent violent dans la commune rurale de Kouankan. Mawa Fofana, la veuve, a tout perdu. Sa maison est tombée alors qu'elle était couchée avec ses enfants. Il était 18 heures. Pas de mort, mais elle traîne des douleurs. Ma maison est tombée. Je n'ai plus où dormir. Mes enfants et moi dormons aujourd'hui à la belle étoile. Ce vent violent s'est déclaré à Kouankan alors que la plupart des habitants étaient encore au champ. Sitôt informé, cet ancien chauffeur est venu trouver son grenier détruit. Il n'a plus de semences pour la prochaine campagne agricole. On m'a informé, c'est monsieur... L'enseignant qui est là, il s'appelle M. Soumaoro. C'est lui-même qui m'avait appelé. Le téléphone, il dit, grand frère, il faut venir. Vraiment, le vent a fait le dégât dans ta maison. Je suis venu maintenant. Tous mes habillements, même mon sac de riz qui était là, tout est mouillé. Alors qu'il n'a plus de force pour les travaux champêtres, Sayon Doukouré, lui, a perdu sa plateforme multifonctionnelle. C'est un vent violent qui a écoulé ma maison. À l'intérieur, ma machine qui m'aidait à nourrir ma famille. C'est Dieu, c'est tout. Dans la ville, certains sinistrés ont déjà commencé la réparation des dégâts causés par la tornade. Les salles de classe décoiffées ne constituent pas pour l'instant une priorité alors que les examens de fin d'année pointent à l'horizon. Les blessés sont évacués à l'hôpital préfectoral de Massanta. Jamais Kouankan n'a enregistré une telle catastrophe il y a une vingtaine d'années. On termine avec du foot et ça va faire du bien à tout le monde puisque le Sili Cadet se repositionne à la Coupe d'Afrique des Nations de sa catégorie avec une victoire de 2-1 contre le Sénégal. Le point avec Abdoulaziz Baldé. Aussitôt attendu au tournant, le Sili de Guinée a répondu présent. Battu 2-0 lors de son premier match, une victoire contre le Sénégal était impérative pour se relancer. Avertis donc, les hommes des Maléas n'avaient pas droit à l'erreur. Déjà, dès l'entame du match, les Sénégalais imposent une intensité au milieu du terrain tout en monopolisant le ballon. Avant la fin du premier quart d'heure, Samba Diallo ouvre le score pour le Sénégal suite à un ballon mal négocié devant la surface de réparation guinéenne. Mais la joie ne sera que d'une courte durée, car la Guinée revient au score avant même la pause par l'intermédiaire de son attaquant Al-Gassi Mouba. Un but partout à la mi-temps, un score logique pour les deux équipes. Au retour des vestiaires, le Sénégal revient avec la même envie. À force de subir, l'arbitre ougandais sort un carton rouge pour le capitaine du Sili Cadet après un tacle par derrière aux grandes dames du public guinéen. À 10 contre 11, le Sili de Guinée tient tête à son adversaire. Ça recule, le U17 guinéen arrive tout de même à trouver de l'espace. Dans la foulée, le numéro 12 sénégalais est expulsé à son tour par le référé central. Dans les ultimes temps réglementaires, Momo Bangoura, un nouvel entrant, offre la victoire à tout un peuple. Un coaching gagnant pour Maléa, mais qui s'enflamme pas en conférence de presse. Nous, on a un match qui est devant, c'est contre le Maroc. C'est synonyme de qualification pour nous. Donc on va essayer de jouer tout pour le tout.
Outre ces 3 points en poche, le gardien guinéen a été récompensé l'homme du match lors de cette rencontre. Un honneur que Sékou Kamara compte encore valoriser lors de la prochaine sortie. C'est normal, un gardien de but d'aujourd'hui, c'est un libéraux. Parce que malgré on a pris un carton rouge, c'était mon devoir de sauver mon équipe. Et tant que j'aurai l'occasion de le faire, je le ferai, Inch'Allah. Je suis venu ici pour mouiller le maillot pour la Guinée. Et je ne suis pas là pour blaguer. Avec cette victoire, la Guinée grimpe à la 2e place avec 3 points. Derrière le Cameroun, victorieux face au Maroc, futur adversaire du Sili Cadet, le 21 avril, ici même à Dar es Salaam. Et puis ce communiqué conjoint des ministres en charge de la fonction publique et du travail, conformément aux dispositions du décret numéro D 95-250 PRJ-SGG du 1er août 1940.